c'est tonton Coco. Coco, il est vivant. Si, c'est tonton, voilà, il est vivant. Ah, c'est lui ça. Dénouement heureux pour Papa Mouari et sa famille. Le chasseur de 75 ans a été retrouvé sain et sauf ce matin à l'issue de 48 heures de recherche. Ligue professionnelle de football au Fénois grâce à la Confédération océanienne de football, un projet en pleine gestation qui devrait voir le jour en 2026. Et nous irons ensuite dans les Tuamotu à Takapoto pour suivre le périple de plusieurs milliers de nacres, un voyage périlleux pour ses coquillages. Yorana et bienvenue dans votre journal. Après plus de 48 heures de recherche dans la vallée de Papeno, Papi Mouari a été retrouvé sain et sauf ce matin. Des moyens exceptionnels ont été mobilisés pour secourir le chasseur intrépide de 75 ans. Le reportage est signé Nicolas Pérez. Épuisé mais sain et sauf, Joris Mouari, dit Papi Mouari, a été retrouvé ce matin par le drone de la gendarmerie à flanc de falaise. Encore. Ah, c'est eux deux ça. Tu vois, regarde. Ah oui, ok, vu. Voilà. Ah, c'est tonton Coco. Tonton Coco, il est vivant. Si, c'est tonton, voilà, il est vivant. Ah, c'est lui ça. Il y a des gens avec lui? C'est monsieur qu'on cherche, là? Oui, c'est lui. Un soulagement après plus de 48 heures de recherche qui auront mobilisé un hélicoptère et une cinquantaine de sauveteurs. Connaissant notre papy, on le connaît dans tous les sens du terme, on le connaît. Et c'était pas possible qu'il se perde. Donc le fait qu'on dise que le chasseur s'est perdu, c'est pas possible. Il connaît la vallée comme sa poche. Il la connaît comme sa poche. Agrippé à de frêles arbres dominant une falaise de 40 mètres, ce chasseur de la vallée, âgé de 75 ans, a eu beaucoup de chance. On sait combien de tragédies il y a eu dans cette vallée. Beaucoup de personnes n'ont pas été retrouvées. Heureux pour nous, soulagés, contents du fait qu'on l'a retrouvé. Une situation périlleuse qui aura donné des frissons aux secouristes. Car avant d'arriver sur site, aucun détail de la situation ne leur avait été fait. Enfin, on a vu des photos passer dans la presse déjà, sur TNTV d'ailleurs. Il y a eu les branches, il y a eu on a notre câble de treuil aussi où il faut faire attention parce que s'il se prend dans une branche et qu'il reste accroché, on ne peut plus remonter. Enfin, il y a plein de petits arguments qui font que c'était assez compliqué, pas long mais compliqué. Une histoire qui finit bien, mais qui ne doit pas occulter la prise de risque inutile de ce chasseur. La bonne nouvelle, il faut la souligner. Et après, il faut aussi quand même, malgré tout, rappeler que si on en arrive là, c'est qu'il y a aussi parfois des imprudences. Donc il faut rappeler à la vigilance sur ce genre de situation. Une expérience humaine qui aura également marqué le chef de la sécurité de la commune de Papeno. Pas de doute pour lui, si ce sauvetage a été un succès, c'est grâce au travail d'équipe des services de secours. En fait, c'était depuis le premier soir, donc depuis mardi soir. Hier et aujourd'hui encore, ça a toujours été le même pilote et même le pilote il m'a dit un grand chapeau. Mais mon judo c'est un grand chapeau aussi à l'équipe de la 35F qui sont venus nous prêter main forte depuis mardi soir et hier et encore aujourd'hui qui sont venus récupérer le papy dans un endroit qui était vraiment très très difficile. Et voilà que je remettais à tout l'équipage ainsi que le Grimpe qui était aussi à bord avec le médecin du SMU. Voilà, un grand merci à tout le monde. Espérons que cet épisode, qui aura mobilisé des moyens conséquents, serve de leçon à Papi Mouari, un habitué de la vallée qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Et il va falloir l'enchaîner. Il va falloir que la femme et les enfants l'enchaînent, sinon il aime la vallée. Il est heureux quand il vient à la chasse. Une anecdote, pas loin d'ici. Il n'était pas revenu ce soir-là. Le lendemain matin, on est tous montés. En famille, on est montés et on l'a retrouvé avec 2 chèvres. Il dormait avec ses 2 chèvres. En fait, il avait utilisé ses chèvres pour se protéger du froid. Et quand il nous a dit, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Nul doute que ces fêtes de fin d'année auront une saveur particulière pour Papi Mouari et ses proches, qui tiennent à remercier l'ensemble des secours. Ah oui, là, on va sortir la guitare et le ukulélé, là, il y aura la grande break, là, ça y est. Ouais, merci. Merci à tout le monde, à toutes les associations de chasseurs, à la gendarmerie, le Ossaria pour avoir déplacé le dauphin.
tous ceux qui ont contribué à pouvoir qu'on est content aujourd'hui, on est satisfait. Hein. Ouais, merci à tout le monde. Okay. Un incident à la fin heureuse qui rappelle néanmoins les dangers de la vallée en pleine saison des pluies. Et on fait à présent un point rapide sur la situation à Mayotte, cette île de l'océan Indien dévastée le 14 décembre dernier par le cyclone Chido. Emmanuel Macron vient de repartir ce vendredi de l'archipel après avoir constaté l'étendue de la catastrophe et des besoins des habitants accablés et exaspérés par les dégâts. Selon le président de la République, il faudra des mois avant un retour à la vie normale. Mais il a aussi annoncé le retour de l'eau dans les foyers à compter de demain. Au moins en partie. On l'écoute dans une interview accordée aux médias à Maoré. Je ne fais pas de grandes promesses. J'essaie d'expliquer d'abord, je suis là pour être à leur côté, parce que je pense que c'est mon rôle comme président d'être du côté des Françaises et des Français quand ils souffrent et qu'ils subissent le pire. Là, il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que la priorité, c'est évidemment l'eau, comme vous l'avez entendu partout. L'alimentation, c'est ensuite rétablir les réseaux, l'eau, l'électricité. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Chaque heure s'améliore. Là, on a des palettes qui sont arrivées ce matin. Il y en a encore cet après-midi dans chaque commune. C'est enlever les déchets. C'est évidemment continuer de soigner et donner les renforts. Et puis ensuite, on va devoir stabiliser pour beaucoup de populations parce que ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, une situation qui sera très dégradée. Et en parallèle, on doit préparer justement cette capacité à rebâtir Mayotte avec des réponses structurelles. Et si la zone urbaine s'est apparue d'un manteau de lumière pour célébrer cette période de fête, la commune associée de Veirao s'est tournée vers le savoir-faire de ses habitants. Elle termine l'année par un grand concours pour embellir les quartiers, des quartiers que les résidents ont su faire briller grâce au pouvoir des fleurs. Une visite signée à Laure Philibert et Mataï Hourey. Il écoute les dernières directives avant le lancement du concours. Le jury s'apprête à visiter 5 quartiers de Veirao, puis le village artisanal pour évaluer le plus beau travail d'embellissement réalisé. Plusieurs critères, les couleurs, l'harmonie, la créativité. Dès la première étape à Papehéré, au bout de la commune associée, les évaluateurs sont impressionnés. Pourquoi on a mis du côté Aridbes la pêche? La plupart de nos jeunes, c'est qu'ils viennent, ils sont tous du côté mer et qu'on aime bien la pêche. Ça occupe aussi les jeunes. Tu vois qu'il y a la motivation des jeunes sur ce projet-là. Je suis complètement fière parce qu'on s'est tout donné. Chacun avait ses idées. J'étais là à donner chacun les tâches hier, seulement une journée, pour qu'ensemble on puisse avancer jusqu'à ce jour. Puis direction le quartier Vavi, où là aussi un petit bassin a été aménagé. Tous les habitants ont participé. Il y a une participation. On a vu là le premier quartier et je pense qu'on va encore le voir par la suite. C'est un projet qui rassemble, qui fédère aussi bien les grands-parents, les jeunes et beaucoup de jeunes aussi ont utilisé, je pense à ce quartier Vavi, qui ont utilisé les réseaux sociaux pour faire de la prévention parce que c'est aussi interpeller les jeunes qui viennent sur ce pont, qui puissent s'entretenir et qui respectent tout le travail fait. Étape suivante, Manonotei, puis Vainia, où les doigts de fée des mamas ont enchanté le bord de route. Loin des centres-villes et de la folie acheteuse, la presqu'île mise sur ses ressources propres. La beauté de la commune, c'est la nature. Et donc ce qu'ils ont fait réaliser aujourd'hui pour une fin d'année, c'est quelque chose de magnifique. Ce qu'il faut, c'est que notre commune reste toujours la commune la plus belle dans toutes les communes. Fin de la tournée en musique au quartier Poti. Remise des prix ce samedi après une parade de Noël. La commune organise également des jeux interquartiers pour terminer l'année dans le partage et la joie. Il n'y a pas que les décorations de Noël qui ornent les étals des magasins. Les litchis aussi sont partout en cette période de fête. Ce matin, un nouvel arrivage en provenance des Australes a attiré du monde au quai de Motuuta. Voyez le reportage de Désiré Teivao et Athéna Milcam. Trafic routier perturbé ce matin du côté de Motuuta.
Arrivé tout droit des Australes, l'équipage du Tuhape était à pied d'œuvre pour remettre à chacun leur colis tant attendu. Pour cet avant-dernier voyage avant la fin de l'année, le cargo était chargé de plusieurs tonnes de l'or rouge de l'archipel du Sud. Près de 5 tonnes de litchi ont été récupérées par des particuliers et plus de 10 tonnes pour les agriculteurs et associations. Je pense que cette année, on bat quand même des records parce que l'année dernière, on n'avait pas énormément. Mais cette année, il y en a encore. En plus des litchis, des carottes et des pastèques ont également été livrés depuis les Australes. Et ce n'est pas fini. L'ultime départ pour les Tuhape est prévu lundi, le dernier voyage de l'année pour l'équipage du cargo. Et la Polynésie française pourra à bientôt disposer de footballeurs professionnels. La Ligue Pro OFC est en cours de réalisation et devrait être officialisée en 2026. L'objectif est de permettre aux clubs d'Océanie d'augmenter le niveau de leurs joueurs via une ligue professionnelle. Les clubs du Fénois ont assisté hier soir à une présentation de ce projet. Les explications de Santé Naouré sur des images signées Olivier Huc. C'est bien avancé pour l'Australie, un peu moins pour Hawaï, donc peut-être qu'ils viendront plus tard. Mais autrement, on a déjà 5-6 pays dans le Pacifique qui sont très motivés à l'idée d'avoir une équipe professionnelle dans leur pays. Tahiti pourrait également adhérer à cette future ligue professionnelle de football. Pour y accéder, il faudra dans un premier temps créer le statut de sportif professionnel par le biais de l'Assemblée de la Polynésie. Il faudra ensuite que les clubs candidats disposent d'un stade, d'une académie de football et de personnel encadrant diplômé, grosso modo de tout ce qui permettra d'augmenter le niveau de compétence des joueurs, car la finalité est de pouvoir créer des joueurs d'élite dans l'océan Pacifique. C'est de pouvoir rivaliser au plus haut niveau, d'être performant aussi dans toutes les compétitions internationales, qui peut être les Coupes du Monde de la FIFA, mais c'est surtout d'améliorer, de donner des opportunités à tous nos joueurs, à nos entraîneurs, à nos arbitres, même tous les administratifs qui développent le football dans la région. La question la plus importante est le financement des clubs professionnels. La Fédération tahitienne de football peut apporter une petite contribution, mais c'est surtout les aides internationales et les fonds privés qui permettraient de pérenniser un club professionnel. L'AS Vénus a manifesté son intention de se porter candidate. Pour nous, c'est vraiment une chance inouïe. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rate cette occasion. Je pense que l'OFC... J'ai vu le discours de Franck Castillo au Qatar. Cet appel à Franck par rapport aux dirigeants de la FIFA. Et là, l'OFC a décidé de lancer par exemple ce soir, une démonstration de Patrick Jacquemet sur vraiment le schéma qu'il y aura de cette Ligue, de cette Super League. Donc je pense que pour nos enfants, pour l'avenir du football, on ne pourra pas ne pas se présenter. On se doit, c'est un devoir d'être candidat. L'AS Pirée envisage également de se porter candidate. L'étude des dossiers de candidature se fera de janvier à juin prochain. Si les deux clubs étaient retenus, c'est toute la Polynésie qui fera un pas supplémentaire vers le très haut niveau sportif. Partons à présent pour les Tuamotu à Takapoto pour suivre l'incroyable périple de 40 000 nacres. Une opération périlleuse pour les coquillages vulnérables. Ils sont acheminés vers l'atoll de Arutua. Regardez. Au milieu du lagon, un bateau est déjà en pleine action. Dans ce côte de 28 pieds, 3 marins hissent une station de nacre longue de 200 mètres. Une opération complexe. « 40 000 nacres sont extraites du lagon de Takapoto, prêtes à être acheminées hors de l'île, puis transférées vers Arutua. Sur cette nouvelle île, les nacres poursuivront leur croissance avant d'être prêtes pour une greffe et servir d'écrin naturel à la naissance de perles. L'atoll n'a pas de passe permettant à l'acheteur de récupérer les nacres directement. Les vendeurs doivent donc s'adapter, remorquer leur bateau, traverser la route centrale de l'atoll sous un soleil de plomb. Cette opération doit être rapide, car les nacres sont vulnérables à la chaleur du jour.
Arrivés au débarcadère, les nacres sont transférés sur des bateaux plus grands. L'activité perlière, en plein renouveau, attire de nombreux perliculteurs. Lors des bonnes récoltes, la vente des nacres peut atteindre une valeur de plus de 10 millions de francs. Voilà, nous arrivons au terme de ce journal. Ne manquez pas The Masked Singer spécial à Noël, suivi de vendredi à Tout est permis. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision. Et à demain, on se quitte sur ces images de l'illumination de la mairie de Punaouia. Les images sont signées Andy Ebb.